Bonjour et bienvenue dans Le Pont des Communs, une émission pensée par des progressistes pour des gens qui veulent bien changer le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une chouette brochette d'invités pour parler d'un sujet complexe. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit quand aujourd'hui, à Gaza, au Soudan, au Congo, en Ukraine, l'horreur au quotidien semble ne pas prendre fin? L'environnement, fake news, selon Orange Man et sa clique de réactionnaires, dont la priorité absolue réside plus dans l'accaparement du corps des femmes que de l'émancipation de toutes et tous. Ou la valorisation de la violence comme outil politique qui fait son grand retour. Alors que faire? Comment continuer à penser et construire un monde où tout le monde a sa place, avec des tels mouvements de régression, de repli sécuritaire et de tension internationale? Pour creuser ces questions et parler de toutes ces joyeusetés et surtout dessiner les solutions, les pistes d'espoir que l'on peut avoir, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Durand. Bonjour. Bonjour Isabelle, qui est une personnalité écologiste bien connue en Belgique, qui a un CV dans le monde entier, qui doit faire... Non. Ah mais j'y arrivais. Non. Et donc, voilà, grand merci. Bonjour. Merci beaucoup Isabelle d'être présente aujourd'hui avec nous. Et comme d'habitude, on a une chouette équipe de chroniqueurs qui vont nous accompagner tout autour de cette discussion, avec Joachim, Margot qui va nous rejoindre tout à l'heure, et Anna pour une première. Bienvenue Anna. Alors, je l'ai évoqué dans mon introduction, dans quel monde on vit finalement? Quel constat a-t-on du monde aujourd'hui? Isabelle, je vais me tourner directement vers toi. Dans quel monde on vit? On vit dans un monde qui a changé de façon assez radicale ces dernières années, et c'est vrai qui nous apparaît à tous comme quand même assez inquiétant. Que ce soit la violence dont vous avez parlé, que ce soit les aspects de recul sur les questions environnementales, c'est peu de le dire, que ce soit sur le terrain des migrations, des relations internationales, et puis même, je dirais, à l'échelle de notre pays, voire même de cette petite région, on voit bien à quel point la polarisation a pris de la place. Alors, je ne vais pas expliquer toutes ces tensions, et d'ailleurs, tous on les lit dans les journaux, on les écoute, et ça nous inquiète. J'ai plutôt envie d'essayer de voir, puisque la question est celle-là, dans quel monde on vit, on va peut-être pas tellement le décrire, mais plutôt regarder comment on vit dans ce monde-là aujourd'hui et comment on vit quand on est quelqu'un qui a envie de faire sa part, en tout cas dans ce qu'il y a à faire. Alors, moi, c'est vrai que mon expérience, elle est très riche. Je suis à la fois conseillère communale, mais j'ai aussi été députée, coprésidente d'Écolo, puis j'étais ministre et vice-première, puis j'étais vice-présidente du Parlement européen. J'ai travaillé pour l'ONU, donc j'ai un peu, je vais pas dire fait tous les étages, mais quand même plusieurs étages. Et ça me permet aujourd'hui, premièrement, de garder un certain enthousiasme. Ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais je pense que plus que jamais, on a besoin que les gens, ceux qui ont de l'expérience et même ceux qui en ont moins, soient debout pour regarder en face ce qui se passe avec beaucoup de lucidité. Il faut surtout pas se cacher, ni non plus s'enfermer dans la peur ou dans l'inquiétude, parce que c'est absolument pas quelque chose de productif, mais plutôt de voir aux différentes échelles si on peut garder les boussoles que moi je pense les plus importantes. Et c'est quoi? Bon, à l'échelon international, c'est le droit international. Ça vaut pour tout le monde. Bien sûr qu'il est mal respecté, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça doit rester la boussole. Même quand il y a des coups de canif dedans, il faut le maintenir comme la ligne qu'on doit garder. Puis, le dialogue. Et le dialogue, ça veut dire aussi dialoguer avec des gens qu'on n'aime pas et avec qui on n'est pas d'accord. Bon, alors après, je pense que le dialogue avec Poutine, ça c'est impossible. Le dialogue avec Trump, je sais pas, mais quand je vois parfois en Écosse, là où la présidente de la commission va lever son pouce dans un resort de golf pour accepter 15% de tarif, ça me fait quand même un peu mal au ventre. Néanmoins, c'est difficile de ne pas porter attention, de toute façon, il fait tout pour que ce ne soit pas le cas, à Trump, et essaie d'avoir une stratégie à son égard. Et je trouve que l'Union européenne n'a pas une bonne stratégie au sens de s'affirmer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut l'insulter, même si, personnellement, parfois, ça me ferait plaisir, mais c'est pas, ça ne sert à rien. C'est pas très utile. Donc parler, et quand je dis Trump ou Poutine, ou même Netanyahou, hélas, je pense aussi que ça s'applique à nous tous ici. Enfin, ici et maintenant, le monde est quand même tellement polarisé. Je trouve qu'il faut faire attention à ne pas être juste entre soi, à se faire plaisir, à dire des choses qui nous font plaisir, mais à ne pas pouvoir argumenter, écouter, même si ça paraît difficile d'écouter des postures qui sont très opposées. Préserver la démocratie, ça c'est évidemment absolument central. Donc ça se gagne au conseil communal, dans la rue, dans les écoles et partout. Et puis évidemment quand on vote.
Et enfin, pouvoir aussi se rendre compte qu'on a des comptes à rendre, d'abord à soi-même, ne fut pas se regarder dans la glace, et puis aux autres, les communautés dans lesquelles on vit, les voisins, les associations. Et il y a un tas de choses qu'on peut porter et faire qui, à leur modeste mesure, contribuent à créer ce lien qui fait que la démocratie est vivante. Et ça, c'est peut-être la meilleure chose que nous puissions, chacun d'entre nous, faire, tout en s'imposant le devoir d'essayer de comprendre le monde et les ressorts des autres. On comprend mieux leur action, même si on ne la valide pas, quand on comprend les ressorts qui les animent. Très belle introduction et très bonne réponse complète. Un grand merci pour toute cette nuance. Et c'est là tout l'enjeu aussi de ce podcast, c'est prendre le temps de la nuance, de la discussion. Et donc voilà, tu as déjà évoqué toutes des séries de pistes et de choses qu'on peut travailler pour maintenir cette démocratie. Mais peut-être plus concrètement par rapport au débat médiatique actuel. Où voilà, je sais que tu interviens dans différentes émissions, un peu la place qu'on peut jouer. Il y a la question des réseaux sociaux. Récemment, Meta qui interdit les financements des partis politiques, des publicités sur les réseaux sociaux. Mais donc face un peu à cette évolution, j'ai parlé de la polarisation du débat politique, mais finalement comment face à cette question de cette tension sur les réseaux sociaux du débat politique et cette confrontation permanente, comment on peut, selon toi, essayer un peu de sortir de ça? Comment on peut réussir à maintenir cette discussion? Parce que c'est la clé de la démocratie, tu l'as évoqué, mais comment on fait quand dès qu'on allume son smartphone, finalement, on ne voit que des gens qui s'envoient des pots de banane, quoi? Oui, ça c'est vraiment pas la chose la plus facile parce que, bon, il y a deux attitudes. Ou bien on s'en retire en disant, de toute façon, c'est juste un tissu, un vomi de gens bon. Ou on y reste, et si on y reste, on a tout de suite, immédiatement, une série de commentaires particulièrement désagréables, surtout si on n'a pas une position, enfin, quand bien même d'ailleurs, qu'elle soit nuancée ou arrêtée, pour peu qu'elle soit pas partagée, ceux qui la partagent pas ne se privent pas de... Bon. Alors, d'abord, il y a des techniques, mais ça, moi, je suis pas une spécialiste, mais pour essayer de faire remonter et changer l'algorithme, ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit savoir si on veut communiquer sur les réseaux. Et au-delà de ça, moi, je reste convaincu que malgré, comment je vais dire, le climat ambiant, c'est important de pouvoir dire des choses. On peut dire des choses nuancées sans avoir l'air mièvre, faire des longues phrases qui n'en finissent pas et s'excuser d'exister, quoi, en gros. Donc, on peut être dans la nuance tout en étant assertif. Et je pense que ça, c'est important de trouver ce ton-là sans tomber dans la polarisation bête et méchante. Deux, peut-être ne pas non plus tout le temps jouer le jeu des autres, c'est-à-dire le jeu de la surenchère, et en partageant un truc pour s'indigner, ben on lui donne de l'espace. Enfin, je veux dire, donc voilà, il vaut peut-être mieux... On a un spécialiste en Belgique. Voilà, pour ça. Donc on va pas parler de lui, mais donc voilà, c'est pas la peine de s'indigner, ça sert à rien en fait. Qui est-ce que ça sert à part lui? Donc il vaut peut-être mieux l'ignorer. Et puis troisièmement, je pense quand même que même si les réseaux sociaux ont pris une importance énorme par rapport aux médias plus classiques, je pense quand même qu'il n'y a pas que ça, quoi, dans la vie. Et que c'est quand même aussi important de conserver à côté de... Enfin, on est tous sur notre téléphone et on voit des gens qui se parlent entre eux, mais en fait, ils se parlent via leur téléphone interposé. Donc, on doit pouvoir aussi garder, continuer, poursuivre une vraie relation humaine avec des gens. Après, même si on s'engueule éventuellement, mais enfin, une relation qui est une relation de personne à personne. Et je trouve que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important, y compris d'ailleurs dans les médias plus classiques. Mais bon, le journal télévisé, il n'y a plus personne qui regarde ça, à part les gens... Moi, je regarde, mais... Oui, mais bon. Je sais pas du tout ou là, les gens de plus de 50 ans, ou plus de 60 ans, ou plus de 70 ans. Bon, mais je crois pas que dans la jeune génération, on soit des grands friands de ce genre de médias. Donc, c'est vrai que tous, voilà, des initiatives comme celle-ci, ou tout ce qui permet d'avoir une discussion un peu plus intelligente, si je peux dire, ou plus profonde, par un média qui est plus facile qu'un journal ou qu'un JT qui fait un peu vieux jeu, c'est bon à prendre. Moi, si je peux me permettre aussi, Louis, sur cette question-là, je pense qu'il y a un élément qui est hyper essentiel et qu'on doit avoir en tête quand on parle des médias, c'est la protection aussi de nos médias de service public. On le voit aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, par l'intermédiaire des médias de proximité, nos télés et les autres. Il y a des attaques frontales qui sont menées par la droite sur la question des médias de service public. Pourtant, ces médias, au-delà de leur devoir d'informer, eh bien, ils ont toute une série de fonctions, que ce soit l'éducation permanente, que ce soit l'éducation aux médias qu'on peut voir dans les écoles, que ce soit la manière dont ils peuvent mettre
un coup de visibilité sur des actions locales. Si on parle de nos télés aujourd'hui, nos télés, c'est un média qui a formé l'identité de la Wallonie-Picarde, et sans nos télés, la Wallonie-Picarde serait juste un nom utilisé par les femmes et les hommes politiques, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de la Wallonie-Picarde qui se sentent wallon-picards. Et donc la protection finalement des médias de service public, je pense qu'elle est essentielle, et la préservation aussi d'une forme de pluralité dans les médias, parce que limite que les médias soient des caisses de résonance d'une idéologie, je pense que c'est de plus en plus assumé sur beaucoup de médias, et c'est peut-être d'ailleurs l'avenir des médias. Vous voyez, il y a des médias qui sont de plus en plus engagés, et c'est ces médias-là qui ont la cote, alors qu'avant, on était à la recherche de l'objectivité, de la neutralité, etc. Mais donc, on a besoin aussi de médias forts, et bon, le Pont des Communs, modestement, très modestement, il participe, mais de médias qui puissent aussi mettre en avant des paroles progressistes. Mmh. Rapidement, Isabelle, juste cette question de médias proximité, mais très vite parce que le temps file. Non, très vite. Je ne connais pas bien nos télés parce que je suis pas de la région ici, donc je peux pas le mesurer. Mais je partage complètement l'avis que ces télés locales, elles ont joué, et donc elles doivent pouvoir continuer de jouer un rôle dans la collectivité, l'identité locale. Ça veut pas dire qu'on est fermé sur le reste du monde, et en plus, elles ont quand même un certain professionnalisme du recoupement des sources. Ce sont des professionnels, et donc oui, je pense aussi que c'est très précieux à préserver et à développer d'ailleurs. Merci pour tous ces échanges. Et donc, ce qui est précieux aussi, c'est notre souveraineté. On en parle souvent dans les débats européens. Aujourd'hui, on dit c'est important, notre souveraineté européenne, etc. Et pourtant, quand il s'agit de questions d'achat d'armement, il semblerait que la souveraineté, elle ne soit pas en Europe, mais aux États-Unis. Joachim, tu as des choses à nous dire, il me semble, là-dessus. Eh oui, mon cher Louis, parce que aujourd'hui, je suis venu avec une chronique. Une chronique que j'ai intitulée, vous savez que j'aime bien 3 mots qui se suivent. J'appelais ça Trump, l'Europe et des enfants. Alors, effectivement, à l'ONU, que vous connaissez bien, Donald Trump a prononcé un discours. Il a donné le spectacle d'un homme qui se rêve sauveur du monde, qui se rêve prix Nobel de la paix, alors qu'au final, il n'a parlé qu'à son ego. Il a complètement humilié l'Europe. Il l'a accusé de financer son ennemi, et dans la même phrase, il promet son soutien à Kiev. Il déclare que la Russie est un tigre de papier, et quelques jours avant, il salue Poutine comme un grand leader. Cherchez la cohérence. Quant au climat, tu l'as dit Louis, il le réduit à une grosse escroquerie. Des énergies renouvelables, un complot. La plus grande fake news du monde, rien que ça. Mais derrière Trump, il y a une réalité bien plus inquiétante pour nous. En Europe, nos dépenses militaires et stratégiques vis-à-vis des États-Unis, et finalement notre dépendance vis-à-vis des États-Unis. Prenons la Belgique. Le gouvernement a prévu d'investir 5 milliards d'euros pour 45 F-35. Bravo, félicitations, nous sommes en sécurité. Ces avions sont américains. Et même si une partie de leur assemblage ou leur maintenance se fait en Europe, les pièces, les logiciels, les chaînes de commandement restent dépendants des fabricants américains et en bout de ligne, finalement, de la politique américaine. Or, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Imaginons que Donald Trump décidait, pour des raisons personnelles, on l'a trop embêté sur sa Trump Tower, une lubie ou que sais-je, un passe-temps, de bloquer l'accès à certaines pièces ou de modifier certaines règles d'usage de ces appareils, les F-35, eh bien, tout simplement, ils pourraient être cloués au sol, sans pièces, sans autorisation, sans données, même si c'est les avions que la Belgique a achetés. Pour info, et je pense que c'est important de le souligner, l'Union européenne dépensait en 2024 343 milliards d'euros pour ses armées, c'est bien plus que la Russie sur la même année. Ce dont l'Europe a vraiment besoin, ce n'est pas tant d'une dépendance vis-à-vis des États-Unis, c'est de coopération, de mutualiser les achats, de développer des avions et des technologies, une industrie militaire européenne autonome. Et, si vous me permettez, une conclusion un petit peu pacifiste, parce que on parle d'avions, on parle de bombes, c'est quand même pas très folichon. Ce dont je pense que nous, on a vraiment besoin, c'est de rediriger ces budgets vers la santé, les pensions, les écoles. Et je vais vous quitter avec ce qu'on pourrait faire avec 5 milliards d'euros. Parce que 5 milliards d'euros, je sais pas toi Louis, mais tu ne l'as pas sur ton compte, non ? Encore non. Moi non plus. Eh bien, avec 5 milliards d'euros, on peut soit acheter 45 F-35, le projet de notre gouvernement, ou construire 20 hôpitaux comme le CHUAPI. Donc on peut, avec 5 milliards d'euros, soit acheter 45 F-35, soit financer 55 000 maisons de jeunes.
C'est quand même un beau projet. Vous auriez des maisons de jeunes dans tous les petits villages. On peut aussi, avec 5 milliards d'euros, acheter 45 F-35 ou construire 20 000 maisons et en isoler 100 000. Et on sait qu'aujourd'hui, la question du logement, c'est une vraie priorité. On peut, avec 5 milliards d'euros, soit acheter 45 F-35, soit financer l'éducation de 335 000 enfants chaque année. Je vous laisse avec ces quelques chiffres, des chiffres qui devraient nous faire réfléchir finalement sur le sens de nos priorités. Merci Joachim. Isabelle, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Beaucoup de choses que je partage évidemment. Et peut-être d'abord sur la manière dont l'Union européenne dépense, parce que vous avez parlé d'un budget de 345 milliards. Mais en fait, c'est pas un budget européen, c'est un budget de chacun, c'est la somme des budgets des États membres. Et c'est bien là le problème. C'est que l'Union européenne, elle dépense beaucoup, mais surtout, elle dépense mal, enfin, elle coordonne mal. Donc l'interopérabilité, vous l'avez cité, l'industrie européenne, ce serait aussi une manière, je dirais, de garantir notre autonomie, et je préfère le mot autonomie que le mot souveraineté, une autonomie européenne qui nous libère de dépendre des États-Unis ou d'autres dans l'avenir. Et ça, on n'y est pas encore. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de résistance de la part de certains États membres pour qui la question de la force et de la défense est un signe de souveraineté nationale. Et il y a objectivement un tel courant nationaliste en Europe, de pays qui défendent leur souveraineté nationale en premier lieu, et puis la souveraineté européenne éventuellement après. Et donc, on a énormément de résistance, on a de la compétition entre les industries et même entre les quelques industries européennes. Et c'est tout ça qu'il faut pouvoir construire. Et j'ajoute un chiffre à ceux que vous avez donnés. Dans l'aide à l'Ukraine, où l'Union européenne a été, semble-t-il, même donné plus que les Américains, enfin en termes de montant financier pour l'aide militaire à l'Ukraine, 75% des dépenses pour l'aide à l'Ukraine sont des dépenses de matériel non européen. Donc c'est le comble. L'Union européenne donne de l'argent à l'Ukraine pour se défendre, mais avec du matériel qui n'est pas européen et qu'on achète aux États-Unis. Et donc, il y a là quelque chose qui ne va absolument pas et qui doit être modifié. Ça va pas être facile. Deuxième chose, c'est sûr que le militaire est pas, c'est pas un objectif en soi. D'ailleurs, c'est plutôt un objectif de défense qu'un objectif de guerre. Parce que malgré tout, il y a des menaces. Ça, on peut pas dire le contraire. Et il suffit d'aller le demander aux Polonais, aux Lituaniens ou aux Finlandais. Eux, ils savent de quoi il s'agit et ils ont, eux, un budget défense beaucoup plus élevé que le nôtre depuis longtemps parce qu'ils perçoivent la menace. Nous, on la perçoit de plus loin. Mais les 5%, c'est juste le doigt mouillé, hein. C'est pas quelque chose qui a été calculé et qui vraiment représente l'investissement dont on a besoin. Les 5% qui sont les 5% alignés comme étant le budget à dépenser du PIB. C'est doigt mouillé, entendons-nous, mais je veux dire, c'est un chiffre, un pourcentage qu'on aurait pu dire 4,5, on aurait pu dire 6, on aurait pu dire 3. Il y a personne qui a derrière ça, qui voit de quoi il s'agit, ni comment, ni ce que ça représente. Donc je pense que avant tout, avant de dépenser plus, c'est d'abord de dépenser mieux ou de coordonner mieux. Bon, ça c'est un aspect. Puis pour le reste, je pense que la sécurité des gens chez nous, et y compris des gens aux frontières de la Russie, ce n'est pas que la défense militaire, c'est aussi toutes sortes d'autres instruments, la lutte contre les cyberattaques. Il suffit de casser, couper un câble Internet en mer, vous me foutez en l'air tout un système. On l'a vu à l'aéroport de Bruxelles National. Ça peut être pour des hôpitaux, ça peut être... donc la protection contre les cyberattaques, c'est très important. La protection de la démocratie, on en a parlé, c'est évidemment essentiel par rapport à tous les horribles influenceurs qui essayent aujourd'hui de saboter les élections en Tchéquie, qui ont essayé de les saboter en Moldavie, qui travaillent vraiment à des influences toxiques. Et puis, c'est aussi tout ce dont on parle pas, mais qui a à voir avec ce que vous disiez sur les fameux milliards qu'on pourrait dépenser, c'est la sécurité civile. C'est nos hôpitaux, c'est les pompiers, c'est la protection civile, parce que la menace, elle est à la fois potentiellement les Russes, mais elle est aussi des inondations. On a eu de terribles inondations ici en Belgique. Qu'est-ce qu'on fait en termes de protection et de prévention de problèmes climatiques ou de désastres climatiques qui vont arriver, parce que quoi qu'il en soit, hélas, on a passé... Ils sont là. Donc oui, la sécurité, c'est beaucoup de choses, et c'est aussi, bien sûr, l'enseignement, la santé. Alors, je comprends ce que vous mettez en avant en disant tout ce qu'on peut faire avec la somme d'argent qu'on a comme ça décidé en l'air d'affecter aux militaires. Et évidemment, on doit faire les deux. Alors, on doit certainement faire moins pour le militaire, et M. Franken, lui, il est tout content quand il peut afficher ses 5%, mais
c'est juste c'est presque de l'ego à la Trump, si je peux dire. Mais par contre, il y a évidemment beaucoup de choses à faire sur les infrastructures publiques. Les écoles, les hôpitaux, les maisons de jeunes, enfin tout ce qui fait de la cohésion sociale. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas seulement pour la défense qu'on les sacrifie, on les sacrifie aussi au nom de peut-être ce que peuvent représenter ces forces-là, ces forces citoyennes. Et je crois que certains pensent que c'est un peu superflu et qu'ils ont qu'à se débrouiller. Si je peux me permettre, je vais volontairement être un petit peu provocant, dans le sens où je pense que ce sur quoi je te rejoins, c'est qu'il faut pas dépenser plus, il faut dépenser mieux. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas tant d'augmenter les budgets de défense dont on a besoin. Je pense qu'effectivement, il y a des menaces, il faut les prendre au sérieux. Maintenant, je vois mal la Russie débarquer demain à Bruxelles ou à Paris. On est encore très très loin de ça. Et aujourd'hui, quand je vois la situation financière de nos États et le discours finalement de la droite de dire il faut réduire la dette, il faut réduire la dette, il faut réduire la dette, on coupe dans les soins de santé, on coupe dans l'éducation pour investir dans l'armée. Moi, je pose quand même la question des dangers de l'intérieur, et le premier danger, c'est finalement un danger sur notre démocratie, avec la montée du populisme et de l'extrême droite. Et face à ces dangers-là, qui sont des dangers qui peuvent vraiment nous pousser dans l'abîme, hein, on le voit, l'histoire nous l'a montré, notre meilleure réponse, ce sera l'éducation, ce sera un contrat social où les gens, ils ont l'occasion de vivre une vie digne et de s'épanouir. Ce n'est pas pour rien que c'est suite à la guerre qu'on a construit la Seconde Guerre mondiale, qu'on a construit la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et qu'on a construit l'Union européenne. Tout à fait. Pour sortir de l'isolement de chacun et du choc des puissances. Et justement, pas s'enfermer dans sa réalité et prendre conscience de ce qui reste du monde. Et ça me permet de faire une transition aussi pour aller, parce que là, on parle beaucoup d'Europe, on a parlé des États-Unis, on parle un peu des enjeux, mais dans le monde, il se passe encore plein d'autres choses qui sont aussi liées. Et je vais passer la parole à Anna pour sa première chronique autour de ce qu'il se passe aujourd'hui pour les femmes en Afghanistan. Merci. Alors, imaginez un séisme. Votre maison s'effondre, c'est entre le plafond de la cuisine et le sol du salon que vous avez trouvé refuge. 8 heures d'attente. Bloqué entre 2 livres et une vieille théière, et soudain, des voix. Ce sont les secours. Votre cœur s'emballe, mais se glace aussitôt. Ce sont des voix d'hommes. Et vous réalisez qu'ils ne peuvent pas vous aider. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'en ont pas le droit. Vous pouvez arrêter d'imaginer. Ce n'est pas une fiction, mais bel et bien la réalité de milliers de femmes en Afghanistan. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en 2021, en Afghanistan, les droits des femmes ne cessent d'être bafoués. Plus d'école, plus de travail, plus de soins. En clair, toute activité en dehors de leur domicile leur est interdite. Mais ces mesures vont de plus en plus loin, leur interdisant de rire, de chanter, bref, d'exister. Comme le souligne Meryl Streep, la célèbre actrice du film Mamma Mia, lors de son discours à l'ONU, un écureuil a plus de droits qu'une femme afghane, car celui-ci a le droit d'accès au parc. Un oiseau a plus de droits qu'une femme afghane, car celui-ci a le droit de chanter. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que pendant qu'on parle, toutes ces femmes sont privées de leurs droits fondamentaux. Et parce que moi, ça me met hors de moi qu'en 2025, on en soit encore là. Qu'on doive rappeler que l'éducation, c'est la base. Que travailler, c'est un droit. Que rire, chanter, sortir de chez soi, ce n'est pas un privilège. Mais, et heureusement, il y a un mais. Ces femmes ne se taisent pas toutes. Certaines résistent. Elles apprennent en cachette. Elles partagent leur histoire, elles élèvent la voix pour celles qu'on veut réduire au silence. Elles nous rappellent que, même dans l'obscurité la plus totale, il reste des braises. Et que ces braises, si l'on souffle dessus tous ensemble très fort, elles peuvent devenir un feu de liberté. Bravo. Joliment dit. Joliment dit, voilà. Soufflons sur ces braises, faisons des feux. Et en termes de feu, de liberté et de développement et d'accès. Isabelle, de par tes différents mandats, tu as travaillé avec la CNUSED, qu'est-ce que tu as pu, par rapport à cette question d'Afghanistan, est-ce que tu as pu déjà travailler sur le sujet ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre position, peut-être aussi, pour permettre d'aider ces femmes à atteindre cette liberté ?
Mais je pense que par rapport à ces femmes, et merci pour cette jolie chronique qui met à la fois en avant la souffrance, mais aussi une certaine résistance quand elle est possible, c'est celle-là que les Nations Unies, que nous, on doit pouvoir encourager, non seulement en soufflant sur les braises, mais aussi en finançant, en soutenant de l'extérieur et parfois discrètement, parce que souvent on peut les mettre en danger aussi à partir du moment où on s'expose. Donc c'est un travail de l'ombre, et il se fait. Mais on peut pas trop en parler. Il peut pas être actif, parce que sinon on met en danger les femmes en question dans toute leur résistance. C'est très compliqué, et c'est un peu d'ailleurs, dans une mesure heureusement un peu moins grave, mais quand même en Iran, où en Iran, on a aussi toute une société souterraine, si je peux dire, une génération de jeunes qui vit, je dirais, la culture, qui prend tous les VPN possibles, imaginables pour contrer la fermeture d'Internet, et qui est très active, en fait, et qui a une vie culturelle, sociale, mais cachée. Puis dès qu'on sort dans la rue... et donc, ces mouvements-là, je pense qu'ils sont pas morts, et la responsabilité, je dirais, du politique, c'est aussi indirectement et subrepticement, si je peux dire, de les soutenir. C'est comme ça, par exemple, qu'on a donné un prix Sakharov à des cinéastes iraniens. Enfin, tous ces gestes-là qui ont l'air d'être juste 3 fois rien, c'est d'une importance capitale pour tous ces gens, qu'on parle d'eux, qu'on parle en leur nom, qu'on fasse entendre leur voix. Donc ça, c'est une des choses qu'en tout cas, les Nations Unies font, et font plutôt bien, avec des ambassadeurs. Vous avez cité Meryl Streep, mais il y a des personnalités qui se mouillent avec la casquette, si je peux dire, onusienne, qui est une casquette impartiale, si je peux dire, enfin impartiale, pas sur les droits humains, mais impartiale en termes politiques, je veux dire, elle n'est pas ni de gauche ni de droite. Et ça, c'est très précieux. Et puis pour le reste, dans les relations, entre guillemets, nord-sud, si je peux dire, évidemment, le monde a aussi changé. Hein. La décolonisation est passée par là, et à juste titre, beaucoup de pays du Sud ne veulent plus être traités uniquement comme bénéficiaires de grands donateurs. Ça marche plus. D'ailleurs, maintenant, la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres sont là pour donner de l'argent sans aucune condition, et pour les endetter en plus. Mais donc, il y a vraiment un changement de relation à mettre en place, et ça aussi, c'est quelque chose de pas facile pour ceux qui se sont perçus comme ceux qui avaient la bonne civilisation, les bonnes valeurs, la bonne manière de vivre, la bonne mondialisation, et tous les autres devaient juste suivre le modèle. Ben non, ça marche pas comme ça. Et ça rend le dialogue parfois un petit peu difficile. Tout à fait. Et juste petite précision, parce que tu évoquais juste avant la question de l'Iran, et tout récemment, je regardais le JT. J'ai moins de 50 ans. Très bien, je note. Et il y avait un reportage sur la question des sanctions sur le nucléaire iranien qui était mis, et j'ai vu une très belle image, c'est-à-dire que dans l'interview qui est faite en pleine rue, il y a une femme qui a retiré son voile sans son foulard et qui a fait l'interview. Et là, je me suis dit, wow, là, il se passe quelque chose. Là, finalement, et ça m'évoque vraiment quand tu évoques ces questions de travail en souterrain, que finalement, il faut juste jamais lâcher. Et que si on continue à montrer les symboles que c'est possible, des petits symboles comme ça apparaissent. Et voilà, moi je trouvais ce truc très fort. Et finalement, c'est passé. On n'a pas trop parlé. Mais je me suis dit, waouh, là il y a quelque chose qui se passe. Il y en a une qui en est morte. Hein. Oui, tout à fait. Et donc c'est vrai que ces femmes sont courageuses parce qu'elles prennent un risque ce faisant, surtout sur une chaîne de télévision. Mais voilà, il y a toujours des femmes ou des femmes... plus souvent des femmes audacieuses et courageuses, et je trouve que voilà, nous les autres femmes confortablement installées, on a à en tirer des leçons. Tout à fait. On va tout doucement passer à la partie suivante. Et donc maintenant nous accueillons Margot qui nous rejoint pour sa chronique, mais pas tout de suite. D'abord on va jouer à un petit jeu, un qui a dit. Il va être assez simple a priori. Qui a dit, depuis 200 ans, le marché libre et juste ont été les 2 seuls moteurs du progrès? Le marché libre est juste. Bon, c'est pas Jacques Delors en tout cas. Non. Ça c'est clair. Il a dit d'autres choses. Lui, il a dit qu'on tombait pas amoureux d'un marché, et il avait raison. Je ne sais pas en fait. Petit indice, il a aussi dit récemment que la plus belle époque de la Belgique était celle des Grands Pays-Bas. Ah, de Wever. Tout à fait. Voilà. C'était dans son discours à l'ONU, qui est passé aussi, que j'ai vu en regardant le JT. Finalement, je regarde beaucoup le JT. Et j'ai vu passer ce passage qui m'a assez marqué. Et je me suis dit, mais non. Enfin, il y a quand même d'autres choses dans l'histoire qui ont fait le progrès.
Qu'est-ce que ça t'évoque? Non, mais la vision de Monsieur de Wever, franchement, j'ai pas énormément en commun. Et je suis même étonnée parce que c'est un historien, donc c'est quelqu'un qui, en principe, je dirais, devrait avoir un background, comme on dit, ou en tout cas Mais voilà, il est dans son couloir, si je peux dire, dans un couloir dans lequel le socio-économique se lie au travers, en effet, du marché, de la compétition et beaucoup moins de la cohésion sociale, de l'écosystème autour des entreprises, de la façon de travailler au bien-être de ceux qui travaillent, d'envisager une modification de la relation au travail qui est en cours aujourd'hui. On voit bien que c'est plus la même chose qu'il y a ne fût-ce que même avant le Covid. Et donc, oui, il est dans une vision socio-économique qui est extrêmement conservatrice. Ça, c'est une évidence. Mmh. Oui, et qui est loin d'être juste, qui plus est. Parce qu'un plus loin, il a aussi dit que c'était grâce à ça qu'on avait sorti la précarité, de la pauvreté de tout le monde. Et bon, je ne suis pas sûr que la mondialisation... En tout cas, elle a sorti, c'est ça qui est tout à fait injuste, en fait, c'est qu'elle a, à la fois, du côté de la Chine, elle a sorti objectivement des millions de personnes de l'extrême pauvreté. Ça, c'est vrai, c'est une donnée. Elle a surtout servi nos civilisations du Nord. Nous avons fort bénéficié de la mondialisation. Si moi je compare comment mes parents vivaient et comment mes enfants ou mes petits-enfants vivent aujourd'hui, c'est pas le même monde en termes d'accès, y compris même s'il y a de grandes inégalités. Par contre, c'est sûr qu'elle n'a pas du tout bénéficié aux pays du Sud. Eux, on leur a imposé les règles de la mondialisation sans qu'ils en aient aucun désavantage, si je peux dire, parce qu'on n'investit pas chez eux, parce qu'on extrait les matières premières et la transformation et la valeur ajoutée, c'est pour nous. Et donc, non, la mondialisation n'est pas juste. En fait, en soi, elle n'est pas nécessairement mauvaise si elle était particulièrement bien régulée. Mais elle n'est pas régulée. Donc, comme elle n'est pas régulée, c'est la loi du plus fort. Tout à fait. Alors, petite question bonus. Qui a dit « L'injustice de ce monde, c'est que ce n'est pas ceux qui sont en haut de l'arbre qui subissent les premiers effets de la montée des eaux ». Ce n'est pas ceux qui sont en haut de là. Bah oui, forcément, puisqu'ils sont hauts. Qui est-ce qui a dit ça? Marie Lecoq? Non. En tout cas, quelqu'un qui dénonce l'injustice climatique, si je peux dire, et le fait que... Même pas. C'est Georges-Louis Boucher. Oh merde. Comme quoi, il a un petit côté poète aussi. Oui, c'est ça. Il n'est pas que ingénieur. Oui. C'est ça, il n'est pas que... Oui, enfin, si on pense au verbatim, il est ni l'un ni l'autre. Mais s'il pouvait être poète un petit peu, ça ferait du bien à tout le monde, je crois. Mais ceci dit, et c'est bien là le paradoxe, c'est qu'en effet, ceux qui sont au-dessus et donc qui ont les moyens sont protégés, et ceux qui sont en dessous sont les plus affectés. Et donc c'est en effet les personnes les plus précaires, ici et ailleurs, qui sont les victimes en premier lieu du coût physique, du coût monétaire et du coût total du changement climatique et qui n'ont pas les moyens de s'y adapter. Et donc, oui, on n'a pas de yacht, on est tous dans le même bateau. Ouais. Tout à fait. Alors, petite information, parce qu'on a une régie très efficace ici qui me donne l'information qu'en fait, c'était simplement pour souligner non pas la question climatique qui nous paraît évidente pour nous, mais pour souligner le fait qu'il ne fallait pas que la base du parti vienne l'embêter quand il prend des décisions très compliquées. Okay, donc, voilà, on ne vit pas complètement dans le même monde, mais il faut continuer à discuter. Et justement, en question de discussion, d'avancer et de continuer à faire en sorte que le monde avance, la coopération est souvent un mot qui revient beaucoup, et surtout la question de la coopération internationale. Et Margot, il me semble que tu as des choses à nous raconter. Tout à fait. Alors, l'autre soir, alertée, je passais d'une publication à une autre à propos des flottilles de la liberté, illégalement arrêtées ou toujours en route. J'ai alors ouvert une boîte pleine de petits clowns effrayants qui te sautent au visage, les commentaires Facebook. Quel monde incroyable. J'ai pu voir que là où certains s'engagent avec honneur et courage pour dénoncer un État génocidaire qui joue avec les lois internationales comme un chat jouerait avec une souris morte, d'autres, de leurs plus belles plumes, déposent la haine qui les traverse. Et entre nous, je comprends qui nous la dépose parce que qui voudrait de ça chez lui? Ainsi, j'ai pu découvrir moult commentaires, dont les célèbres « Mêlez-vous de vos fesses, il y a assez de problèmes chez nous ». Alors, j'aimerais poser la question suivante à mes petits snipers du fil d'actu. Non, pas sur Facebook, j'ai pas envie de tomber dans la boîte, mais je vais vous la poser ici. Pourquoi l'un n'empêcherait l'autre? Mon petit doigt me dit que celles et ceux dont les valeurs humanistes sont si grandes qu'ils sont prêts à prendre de tels risques sont les mêmes qui se battent pour les droits sociaux en Belgique. Les combats pour la liberté et la dignité ne seront jamais contradictoires. Mais admettons et abordons la solidarité internationale d'un point de vue terre-à-terre, gouvernemental et, disons-le, un peu plus nombriliste. Et tu vas voir, mon petit Lucky Luke du clavier, qu'on n'est pas si perdant que ça. Et pour ce faire, eh bien, tenez-vous bien, je vais citer Maxime Prévost. Oui.
ministre des Affaires étrangères. Il dit que la coopération au développement est un outil qui permet de défendre des valeurs, favoriser la stabilité dans des zones difficiles, d'œuvrer à la sécurité collective et de faire face aux défis mondiaux. Ah, mais la Belgique a tout compris alors. Et résultat, diminution d'1/4 du budget de la coopération internationale d'ici la fin du mandat. S'appuyant sur la déclaration de politique commune, le président du MR déclarait juste avant son collègue que le gouvernement n'investirait qu'à la condition qu'1 euro investi, soit 1 euro qui revienne à la Belgique. Alors monsieur, spoiler alerte, c'est déjà le cas. L'aide publique au développement l'affirme, pour chaque euro dépensé en aide, l'économie européenne en bénéficie directement. Notamment grâce à une augmentation d'1 euro des exportations et un renforcement des liens économiques. Alors, écrasant encore un petit peu plus le principe de solidarité sous ses talonnettes, le gouvernement souhaite désormais conditionner l'aide à un partenariat pour gérer les flux migratoires. Mais les pays aidés ne sont pas nécessairement les pays d'origine des dits migrants présents sur notre territoire. Et spoiler alerte encore, imposer de telles conditions, c'est détourner cette terre des objectifs, permettant une prospérité collective qui pourrait permettre à chacun de vivre décemment là où il est né. Mais ce n'est pas tout, mes petits fous du commentaire. Même si toute l'Europe cessait d'émettre des gaz à effet de serre, cela ne suffirait pas à atteindre les objectifs climatiques. Coopérer avec les pays en voie de développement, c'est aussi contribuer à un effort climatique global dont nous dépendons tous. Il en va de même pour les politiques de santé, car concourir au renforcement de systèmes de santé dans les pays partenaires aide notamment à prévenir des pandémies. Notons finalement que là où l'aide occidentale baisse, les pays émergents tels que la Chine, les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite par exemple, occupent le vide. Et avec eux, les valeurs, les normes et intérêts, souvent éloignés des principes démocratiques, de transparence et de droits humains. Entraînant aussi une réduction de l'influence de l'Occident dans les grands équilibres mondiaux. Vous l'aurez compris, coopérer internationalement, c'est œuvrer ensemble, dans le respect de chaque réalité, à la construction du monde dans lequel, dernier spoiler alerte, se trouve la Belgique. Alors, chers cow-boys du commentaire, non, la solidarité et la dignité humaine ne sont pas à géographie variable. Se battre pour défendre les plus précaires et fragiles chez nous est primordial. Mais ce n'est pas incompatible avec un monde de solidarité internationale. Que ce soit à l'échelle d'un gouvernement ou individuel, se battre pour les droits humains, c'est se battre pour tous. Alors je sais pas toi, mais ça me ferait mal au cœur si j'arrive un jour à cultiver chez moi la plus belle des fleurs, de devoir la planter dans un champ de malheur. Et quand certains prennent la mer pour le rappeler, notamment à nos dirigeants, moi j'ai plus les mains libres pour écrire un commentaire parce qu'elles sont en train d'applaudir. Merci. Et en effet, un grand applaudissement pour ceux qui ont ce courage et cette force aujourd'hui de s'être sur les flottillas pour dénoncer l'innommable. Mais pour revenir du coup sur ta chronique, Margot, Isabelle, c'est la question de la coopération, mais c'est un sujet que tu as quand même beaucoup travaillé. Quel avenir a la coopération aujourd'hui ? Quand on voit ce repli sur soi, cette obsession d'une soi-disant vague migratoire qu'on ne voit jamais arriver, mais qui pourtant devait être partout, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans un monde post-colonial, qu'il est toujours un peu ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se fait ? En tout cas, je partage largement ce qui a été dit d'abord sur le fait que c'est pas l'un ou l'autre. Évidemment que c'est les deux. La solidarité, elle est à géographie variable. Elle ne peut pas être à géographie variable et donc elle s'applique partout. C'est difficile à expliquer, parce que quand vous avez affaire à des personnes en grande précarité, ils ont du mal à comprendre qu'on donne de l'argent ou qu'on consacre une partie du budget à faire des choses ailleurs dans le monde. Mais ça, c'est la responsabilité des universalistes, des défenseurs des droits humains, de porter ça, de l'expliquer, de montrer que ça n'est pas évidemment, même si l'effet retard sera lent, par définition, ce que ça peut avoir comme effet ne sera pas immédiat sur la précarité de celui qui vit ici, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, c'est sûr que le monde a complètement changé, que comme vous l'avez dit, d'autres joueurs et d'autres acteurs sont sur le terrain, non seulement donnent, mais surtout prêtent et endettent ces pays dont, soi-disant, tous les migrants arriveraient, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Et donc, en les endettant, on les met dans une situation où on bloque leur développement. Parce qu'en fait, l'endettement, quand un pays veut investir, il doit pouvoir emprunter pour investir. Ça, c'est la règle de l'économie de base. Mais pour emprunter, il y a un taux d'intérêt. Quand nous, ici en Europe, nous empruntons, même si on a une dette trop élevée,
on emprunte à 5%, entre 3 et 5%. Quand un pays en développement cherche un investisseur et cherche un prêt, il emprunte à 14 ou 15%. Donc c'est intenable de pouvoir réellement... D'autre part, la coopération, comme vous l'avez très bien dit, a été pensée pas seulement pour aider, mais aussi pour faire travailler nos propres entreprises et donc avoir un retour à la fois en termes de consommateurs ou en termes de PIB pour nos entreprises. Et c'est évidemment là que le bas blesse, parce que ce dont on a besoin dans ces pays dits en développement, je déteste ce terme d'ailleurs, mais enfin bon, c'est le terme un peu consacré, ce dont ils ont besoin, c'est de la diversification économique, c'est de ne plus dépendre uniquement de matières premières, que ce soit les métaux rares pour nos téléphones, ou que ce soit le cacao, le café, le coton, tous ces produits qu'ils vendent non transformés. Nous faisons la transformation, on a la valeur ajoutée, et puis on le leur revend. C'est quand même c'est un système qui est extrêmement injuste à l'échelon international. Je parle même pas de Enabel, où les gens qui travaillent à Enabel sont des gens de grande qualité et très très attentifs à avoir de la co-création avec leurs partenaires. Mais à l'échelle globale, et là, ce sont souvent les marchés qui déterminent le prix des marchandises et donc les règles du commerce mondial. D'ailleurs, l'Organisation mondiale du commerce, à côté de laquelle j'ai beaucoup travaillé quand j'étais à Genève, elle est aujourd'hui, je ne vais pas dire moribonde, mais elle ne parvient pas à faire respecter les règles du commerce international. Ce commerce, parce qu'à entendre ce qui est évoqué sur la question de finalement la transformation, la plus-value se fait ailleurs, est-ce qu'on n'est pas un peu occupé de le vivre ici aussi? On a évoqué la question de l'armement, mais pas que. Sur le digital, l'agriculture, oui. sur plein d'autres éléments, parce que finalement, l'Europe n'est pas occupée de vivre la recette qu'elle a impliquée aux autres. Exactement, et donc ça se voit pas encore très fort, mais ça commence. Ça commence parce que je prends déjà un secteur qui est évidemment en pleine expansion avec l'intelligence artificielle, c'est tout le digital, et où en fait, on est complètement dépendant de tout ce qui est fait par ailleurs par les grandes plateformes. Que ce soit sur on a pas mal parlé ces derniers temps de l'accord Union européenne-Mercosur. Là, je suis d'accord avec le principe qu'il faudrait avoir des clauses identiques pour que l'agriculture, que tout le monde soit... Les fameuses clauses miroirs. Voilà, qu'on ait les mêmes normes, sinon c'est très injuste. Mais en même temps, pour avoir beaucoup travaillé avec des pays du Sud, y compris même ce qu'on appelle les peuples indigènes, donc les gens qui sont à la base, là, dans les cultures, etc., eux ne parviennent pas à... Les règles que nous imposons, phytosanitaires et autres européennes, sont inapplicables par eux. Ils peuvent pas s'en sortir avec ça. Leur agriculture n'est pas suffisamment mécanisée et pour eux, même les intrants un peu dangereux, ils en ont absolument besoin, ne fût-ce que pour faire manger quelqu'un une fois ou deux fois par jour. Donc nous, on est dans un autre... Et donc je pense qu'on doit quand même aussi se rendre compte qu'on peut pas imposer les mêmes règles d'un marché et d'une civilisation et d'un bien-être économique qui est le nôtre sur des régions du monde qui sont dans des contextes économiques complètement différents. Et ça, c'est pas simple à accepter parce que c'est vrai que d'un point de vue climatique et d'un point de vue justice sociale, on devrait être tous traités à la même enseigne. Bon, mais ça, c'est le monde idéal, évidemment. Et pour y arriver, je pense qu'il faut des paliers. Et il faut accepter que pour certains pays, il y a des paliers. Ils sortiront pas du fossile comme ça du jour au lendemain parce qu'ils ont besoin d'une énergie pas chère. Vous me direz, mais le vent, ça ne coûte rien. Mais oui, mais il faut investir. Mais finalement, cette question des paliers, je fais le parallèle à chaque fois avec finalement ici aussi, c'est la même chose. Il faut réussir à créer l'adhésion. On peut pas du jour au lendemain tout basculer et mettre à plat un système culturel de culture. Parce qu'évidemment, le travail paysan, c'est souvent quelque chose de tradition. Et je vous donne un autre exemple qui moi m'intéresse parce qu'il est très concret. Ouais. J'ai pas mal travaillé sur ce qu'on appelle en Afrique le clean cooking. Donc le fait que les femmes là-bas dans ces pays cuisinent au bois. Cuisinant au bois et au charbon de bois, évidemment, ça a des effets sur la déforestation, ça a des effets sur leur santé, parce qu'évidemment. Mais changer ça, il ne suffit pas d'électrifier ou du gaz liquide, parce que culturellement, en fait, le fait d'aller au bois, etc., enfin, il faut travailler en même temps avec ces femmes pour construire le bien-être auquel elles aspirent, mais avec elles, et pas en leur proposant ou en leur imposant, c'est encore pire. De toute façon, ça marchera pas. Et donc, voilà, je suis tout à fait d'accord que les paliers, l'accompagnement, le travail avec les gens, et peut-être avec des aménagements qui sont pas tout à fait ce qu'on voudrait. Ben oui, ça c'est la vie. C'est le principe du compromis. Hein. Oui, et peut-être que pour compléter ce que M. De Hever a dit à l'ONU, peut-être que le plus grand progrès de ces 200 dernières années, c'est la prise de conscience que c'est en diversifiant les cultures, en prenant le temps de respecter chacune des cultures humaines, qu'on avance. Et c'est peut-être là le plus grand progrès aujourd'hui de notre temps. Et j'aimerais conclure en allant dans cette direction, de se dire finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'obstacles, c'est pas simple, mais il y a encore des solutions. Il y a encore des pistes, c'est pas du tout perdu. Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment, aujourd'hui, moi parfois, j'ouvre mes réseaux sociaux et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on va faire ?
Mais d'un autre côté, moi, quand je pose la question à mes parents, qui sont des écologistes de la première heure, quand ils me rappellent comment ça se passait il y a 20, 30 ans, c'était pas simple non plus. C'était pas simple non plus, et les questions climatiques, par exemple, n'existaient pas ou très peu dans le débat public, et quelques-uns se sont battus, dont toi, Isabelle, mettre en place tous ces débats. Et moi, je me rappelle les débats mis au point à l'époque. Oui. Je regardais déjà, j'étais aussi. Voilà. Et ça pour dire que moi, j'ai grandi un peu dans ce monde-là, de voir des écologistes qui se sont mobilisés déjà depuis longtemps. Tu as fait partie des personnes qui ont construit ma vision politique, qui m'a permis de me dire, OK, en fait, c'est possible de se mobiliser. Et donc, un grand merci pour ça d'abord. Ensuite, un grand merci d'avoir accepté de participer à notre podcast aujourd'hui. Et je voudrais juste conclure en te demandant un petit conseil. Comment on fait pour rester motivé dans tout ça? Je crois que c'est les gens, en fait, qui vous rendent vivants. Et c'est le contact avec, que ce soit des gens en difficulté ou des gens pas en difficulté. Mais moi, en tout cas, mon moteur a toujours été les gens eux-mêmes autour de moi, et puis même ceux qui sont loin de moi, et qui, à chaque fois, viennent avec... souvent, parfois une plainte, mais aussi quand on parvient à dépasser la plainte avec de l'énergie, avec des attentes, avec de l'enthousiasme, avec du rire, avec de la joie, avec de l'humour. Et ça, quand même, je pense que c'est le moteur le plus important. C'est ce qui fait notre humanité commune. Et voilà, même si l'horizon est un peu bas et sombre, je pense que cette humanité-là, elle est celle qui vous permet de continuer, de rester debout, de faire sa part modestement. Après, on fait ce qu'on peut, hein. Ah mais voilà, un très beau mot pour la fin. Merci beaucoup à tous, à toutes d'avoir participé. Merci d'avoir écouté et on se voit au prochain épisode.